C'est étonnant, non? Bonjour. 1, 2, 3. Nous sommes le tribunal dont on parle en journal, des jugés qui condamnent les messieurs comme les dames. Avec nous pas d'innocents, tout le monde il est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir. Y a vraiment rien de pire que les flagrants délits. L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui Jean Constantin, qui est inculpé de cruauté envers les animaux et plus précisément envers les lépidoptères et les autruches pour avoir écrit Jolie fleur de papillon et Mon truc en plume, et qu'il est inculpé, en outre, ça n'a rien à voir avec votre physique, d'injure au... Moi, je peux me le permettre. D'injure au patrimoine national, car il s'est moqué de Paul Claudel, l'auteur du Soulier de satin, en chantant Les Pantoufles, et puis enfin d'atteinte au moral de l'armée, en chantant Waterloo, une défaite française dont nous n'avons pas lieu d'être fiers. Oui, mais c'est quand même... Oh, vous n'allez pas revenir là-dessus maintenant? Si, on recommence ou pas? Ah bah alors quoi? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, je me rappelle plus bien, mais la même chose, quoi. Ah bah, donc vous célébrez les défaites et jamais les victoires? Ben, c'est-à-dire que je pense que c'est toujours provisoire, une défaite. Hein. Ah bon? Oui, Ah, revanchard en plus. Ah oui, moi ça... Eh bien, la société, justement, Je suis va le contraire se... de mon père, c'est ça, voilà. Ah bah oui. La société, justement, va se venger maintenant. Et c'est la revanche. C'est la revanche de la société que vous allez maintenant entendre par l'organe puissant et pas très généreux du procureur général de la République des Froches françaises. Merci Giorgio, c'est très beau. Française, Français, Belge, Belge. Monsieur le Président, mon chien. Monsieur l'avocat le plus bas d'Inter. Mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Je m'en doutais. Le mauvais esprit qui vous anime, vous, Monsieur le Président, vous, l'olive grecque posée sur un bavoir. Vous, les témoins pourris d'office. Vous, l'experte en papouille psychosomatique. Et encore plus vous, le pianiste des îles. Le mauvais esprit qui vous anime vous a tout naturellement guidé à ne voir en l'accusé Jean Constantin que le grossier démoralisateur des troupes qui se gausse de Waterloo, ricane sur les tombes des cocus de Verdun, des poilus de Verdun, et exhibe sans vergogne son mépris pour Napoléon, le chat d'Iran et le thon à l'huile. Et bien sûr, comme par hasard, vous avez pratiquement passé sous silence l'autre crime, le vrai crime de Jean Constantin, qui est que cet homme n'est pas un vrai blanc comme moi, qui suis de souche périgourdine par mon père, alsacienne par ma mère, et CGT par le facteur, qui peut toujours se brosser cette année pour les étrennes, parce que leur grève à la con, ça commence à bien faire. Jean Constantin, mesdames et messieurs les jurés, est un métis, avec un M minuscule, parce que si on lui remet une majuscule, ils deviennent arrogants. Le dossier de Jean Constantin, à cet égard, est accablant. Son père est brésilo-communiste. Sa mère est suissesse, donc d'origine gréco-romaine, comme tous les vrais blancs de type germano-scandinave. Hélas, le laxisme qui règne en Europe et dans le monde depuis la victoire de la populace en 1789 fait que seule maintenant l'Afrique du Sud reste aujourd'hui un pays vivable pour les gens normaux, non métissés. Mais, silence les nègres. Mais savons-nous vraiment, mesdames et messieurs les jurés, qui sont les Sud-Africains? Qu'est-ce que la Sud-Afrique? Est-ce vraiment ce pays de haine que nous décrivent complaisamment les antiracistes primaires viscéraux? Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai rien contre les antiracistes. Moi-même, je ne suis pas raciste. Certes, je ne donnerai pas ma fille à un nègre, mais je donnerai encore moins mon nègre à ma fille, parce que c'est moi qui l'ai vu le premier, il n'y a pas de raison. La Sud-Afrique.
Les Sud-Africains sont appelés ainsi pour que nous ne les confondions pas avec les Nord-Africains, qui ont non seulement le type nord-africain, mais la gonzesse aussi. La Sud-Afrique, qui s'étend sans vergogne sur plus d'1 million de kilomètres plus ou moins carrés, est peuplée de 24 millions d'habitants qui sont, pour la plupart, extrêmement vulgaires, sauf les Blancs. Cette population se décompose de la façon suivante. 70% de Bantous, 17% d'Européens, 29% de Métis, 14% d'Asiatiques et 18% sans opinion. C'est énorme. Les Bantous sont appelés ainsi en hommage au coureur cycliste sénégalais Bant la Jolie, dont l'homosexualité latente était notoire et qui remporta Paris-Nantes en 1933 en chantant « Quand je pense à faire Nantes, je bante ». La ségrégation. La ségrégation. En Sud-Afrique, tous les Européens pratiquent la ségrégation à part Ted. La ségrégation consiste de la part des Blancs à respecter la spécificité des nègres en n'allant pas bouffer chez eux. Au reste, la cuisine bantoue est tout à fait exécrable, tant sur le plan de l'hygiène alimentaire, dont les Blancs sont très friands, en revanche, que sur le plan du décor de la table, qui laisse à désirer, c'est le moins qu'on puisse dire. Par exemple, ces gens-là mettent la fourchette à droite et le couteau à gauche. Ça y est, je l'ai dit. La cuisine. Il me revient d'avoir été convié à la table d'un sorcier bantou avec lequel mon épouse était très liée, malgré la tradition ségrégationniste, pour des raisons d'affinité inhérentes à l'énormité de la zigounette de ce sauvage. Eh bien, c'était très mauvais. Leur plat national est la biche aux abois melba, c'est dégueulasse, sans pain, c'est dégueulasse. La télévision sud-africaine. La télévision sud-africaine est l'une des plus passionnantes du monde, mesdames et messieurs. Non seulement il n'y a jamais d'émission avec Giscard, mais il n'y en a pas non plus avec Mitterrand. Enfin, les villes les plus connues de la Sud-Afrique sont Johannesburg, Le Cap, Pretoria et Durban. Les villes les moins connues sont Potchefstroom, Verstenskening, Witbank et Tamazimbi. On voit bien, mesdames et messieurs, monsieur le Président, à la lumière de cet exposé, que Jean Constantin est coupable. D'ailleurs, tous les étrangers sont coupables. Je les hais, j'en rage, j'en désespoir, j'en vieillesse ennemie. Ma haine des étrangers date de l'époque où je fis mes débuts dans un quotidien parisien, phagocyté depuis par un plésiosaure monopolistique. Avant de percevoir clairement l'éventail infini de mes possibilités journalistiques qui devaient m'amener par la suite des chiens écrasés aux chats noyés, puis à la télévision qui montra à la France entière quel beau visage de prince pirate se cachait derrière la plume du canard. C'est pas une partouze de palmipède, c'est une licence poétique. Bon, alors de quoi je parlais? Ah oui, avant tout ça, c'est dur, vous allez voir, j'ai été le nègre d'un écrivain juif sur l'affaire Ben Barka. Rendez-vous compte. L'horreur! L'horreur, alors qu'en réalité, j'étais doué pour assurer les rubriques sportives si chères à votre cœur, Jean Constantin. J'ai encore en tête le premier titre de mon premier article sportif, c'était au lendemain de la demi-finale de Roland-Garros. Sur 6 colonnes, j'avais titré « Premier Nastase le 6, deuxième Villas le 4 ». En fait, j'étais parti à la fin du premier round, avant la mi-temps, et je m'étais planté. Remarquez que je me suis rattrapé à la radio l'année dernière à Wimbledon. Et oui, eh bien, ici Pierre Desproges qui vous parle en direct de Wimbledon. Au début du premier set, c'est McEnroe qui passe à Connors, qui passe à McEnroe, qui passe à Connors, qui passe à... Je crois que c'est à McEnroe, qui passe à... Enfin, j'ai fait un malheur. En fait, aujourd'hui, avec le recul nécessaire, le recul est toujours nécessaire. Comme le soulignait magnifiquement Louis Aragon dans sa fameuse lettre à Staline, à Brejnev. « Cher Léonide, il faut déstaliniser notre parti. Il faut que tu fasses toi aussi ce grand pas en avant, car si j'avance et que toi tu recules, etc. etc. » Avec le recul nécessaire, dis-je, il m'apparaît un peu tard que je n'aurais jamais dû quitter la rubrique des chiens écrasés. J'y excellais. Le mot n'était pas trop fort. Je peux bien l'avouer aujourd'hui sans fausse modestie.
Pour alimenter jour après jour ma rubrique des chiens écrasés, quoi qu'il arrive, il m'arrivait d'écraser les chiens moi-même. Par la suite, j'ai changé de journal. Là, on m'a confié la rubrique des enfants martyrs. J'en ris encore. Un jour, on m'envoie avec un photographe chez un couple de brutes qui défonçaient leur môme de 7 ans à coups de pelle à charbon et l'asseyaient périodiquement sur le poêle, pas méchamment, comme ça, pour tuer le temps en attendant l'ouverture du gérant Nicolas. Quand nous arrivons sur les lieux, le père et la mère sont déjà en cabane. L'enfant est là, sur les genoux d'une voisine, qui le couvre de caresses et de bonbons. Là, je m'arrête tout de suite parce que je vais vous dire une chose, en confidence, c'est une histoire vraie. L'enfant, donc, est là sur les genoux d'une voisine qui le couvre de caresses et de bonbons. C'est sans doute son premier jour de joie depuis sa naissance, à ce petit. Vous savez comment sont les enfants, fut-il et tout, ils oublient. Alors, celui-ci sourit franchement, largement, complètement. Seulement moi, en fait, c'est pas à moi que c'est arrivé, mais c'est vrai. Seulement moi, j'étais très ennuyé pour la photo. Là encore, il faut me comprendre. Avant de venir faire le reportage, j'avais déjà envoyé mon titre au marbre, Enfant martyr, : en larmes et défiguré, Pierrot, 7 ans, hurle de douleur, va voir page 3. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la photo, me demande le photographe. Parce qu'il n'est pas en larmes, il hurle pas de douleur, et en plus, il n'est même pas défiguré, ça va être très mauvais. En effet, les parents indignes avaient pris soin, par un souci d'honorabilité bien compréhensible, de ne pas abîmer le visage du gamin. Certes, nous aurions pu lui photographier les fesses, mais une photo de fesses à la une d'un journal respectable, vous n'y pensez pas. C'est un journal pas vulgaire. Alors, que faire pour que cette tête d'ange ronronnant de plaisir justifie mon titre ? Ah ben, dit le photographe, il n'y a qu'à y casser la gueule. Je vois pas d'autre solution. Et, joignant le geste à la parole, il envoya une gifle au gamin, grâce à quoi la France profonde put, dès le lendemain, s'émouvoir sur les enfants martyrs. Cette histoire est seulement à moitié fausse, je tiens vachement à le souligner. Ce journaliste, c'était pas moi. Mais si jamais un pochard septuagénaire, semi-grabataire et confit dans la sus cassis s'effondre en pleurant près de vous sur le zinc d'un bistrot de la rue Montmartre, en vous racontant qu'il a fait ça, lui, ne le croyez pas, comme dit ma concierge, il raconte n'importe quoi, c'est journaliste. Donc Jean Constantin est coupable, mais son avocat vous en convaincra mieux que moi. C'est étonnant, non ?